Avez-vous déjà senti qu'un simple geste interdit à une enfant pouvait cacher quelque chose de bien plus sombre derrière le silence d'un village entier? En 1956, dans un petit bourg de l'Allier, une fillette de 8 ans s'est présentée devant le cimetière avec des chrysanthèmes et le portrait de son père. Ce qui aurait dû être un moment de recueillement s'est transformé en humiliation silencieuse. On l'a empêchée d'entrer. Mais 2 ans plus tard, un détail inattendu découvert par hasard allait révéler un secret que personne n'osait affronter. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée dans ses moindres détails. Avant de commencer, si ce type d'histoire dramatisée vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-moi de quelle ville vous regardez. Cela nous aide à faire vivre ces récits et à continuer à partager des histoires humaines qui portent des leçons profondes. Cette photographie a été prise un matin glacial d'octobre 1956, devant les murs du petit cimetière de Villeneuve-sur-Allier. Elle montre une fillette d'environ 8 ans, Arielle Monciel, aux tresses mal alignées, vêtue d'une robe rapiécée, serrant dans ses doigts un bouquet de chrysanthèmes blancs. À côté d'elle, appuyé contre le mur, se trouve le portrait encadré d'un jeune homme en uniforme ferroviaire, le père qu'elle n'a jamais pu visiter. Sur l'image, on remarque une tension silencieuse. Arielle fixe le portail de fer fermé, tandis que 2 femmes plus âgées murmurent quelque chose en arrière-plan. Cette photo n'a pas été prise pour un registre officiel. C'était simplement un photographe ambulant qui passait dans le village, captant des scènes du quotidien. Mais derrière cette image se cache une histoire qui déchira une famille entière. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez pourquoi Arielle sourit sur cette photo, alors qu'elle sait que dans 3 minutes, sa vie va basculer pour toujours. Cette photographie a été découverte des décennies plus tard dans une vieille boîte à couture. Les archives municipales de Villeneuve-sur-Allier confirment qu'en 1956, le cimetière était divisé en sections selon le statut social des familles. Mais remarquez bien le sourire d'Arielle. C'est le sourire de quelqu'un qui garde un terrible secret. Un secret qui coûterait des vies s'il était découvert. Car cette fillette de 8 ans n'était pas simplement venue déposer des fleurs. Elle venait défier une injustice qui durait depuis 2 longues années. Arielle Monciel vivait avec sa mère, Élise, dans une petite maison au volet bleu près de la gare. Les registres de naissance confirment qu'elle est née en avril 1948, fille unique de Lucien Monciel et d'Élise Bourget. Mais Arielle portait un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. Elle était la seule enfant de Villeneuve-sur-Allier qui ne pouvait pas rendre visite à son père mort. Pas parce qu'il était enterré loin. Non, parce que le portail du cimetière lui était interdit. Et personne n'osait expliquer pourquoi. Chaque dimanche matin, avant d'aller à l'école primaire où Madame Duvernay enseignait, Arielle marchait jusqu'au cimetière. Elle portait toujours le même portrait encadré de son père, celui où il souriait fièrement dans son uniforme bleu marine de la SNCF. Les archives ferroviaires indiquent que Lucien Monciel avait reçu une promotion 3 jours avant sa mort. Ce portrait avait été pris pour célébrer cette promotion. Il ne savait pas que c'était la dernière photo de sa vie. Arielle déposait ses fleurs à la base du mur de pierre, parlait doucement au portrait, puis repartait. Semaine après semaine, mois après mois, les habitants du village la voyaient. Certains détournaient le regard, gênés, d'autres murmuraient entre eux, mais personne n'intervenait. Pourtant, Arielle gardait un secret terrible. Elle savait quelque chose que même sa mère ignorait, quelque chose qu'elle avait entendu par accident un soir de printemps 1956, quand 2 hommes parlaient près du café de la place. Ce secret changerait tout. Mais pour comprendre comment elle en est arrivée à ce moment impossible, il faut remonter 6 mois plus tôt, quand Arielle croyait encore que les adultes disaient toujours la vérité. Mars 1956. La petite Arielle était assise à son pupitre dans la classe de Madame Colette Duvernay. Les documents scolaires conservés à la mairie montrent qu'Arielle était une élève silencieuse mais appliquée. Ce jour-là, la maîtresse avait demandé aux enfants de dessiner leur famille. Arielle avait dessiné sa mère, elle-même, et un mur. Juste un mur. Pas de père, pas de grand-père. Un mur. Madame Duvernay avait regardé le dessin pendant un long moment. Elle avait vu quelque chose dans ce dessin que les autres ne voyaient pas.
la douleur d'une enfant qui ne comprenait pas pourquoi elle était exclue. Colette Duvernay était une femme de 52 ans, veuve depuis 1944. Son mari était mort dans la Résistance, et elle avait survécu au bombardement qui avait détruit une partie du village. Les registres communaux confirment qu'elle était devenue directrice de l'école primaire en 1947. Elle avait vu trop d'injustices pendant la guerre pour en accepter une de plus, surtout contre une enfant innocente. Mais Colette hésitait. Gaston Monciel était un homme puissant. Propriétaire du commerce de grains le plus important de la région, il avait de l'influence sur le conseil paroissial. Défier Gaston Monciel, c'était risquer des problèmes. Et Colette en avait déjà assez. Mais un après-midi d'avril changea tout. Une violente tempête s'abattit sur Villeneuve-sur-Allier. Les habitants se réfugièrent chez eux. Les volets claquaient. La pluie fouettait les rues pavées. Colette Duvernay rentrait chez elle quand elle vit une petite silhouette près du cimetière. Ariel. La fillette était là, sous la pluie battante, recroquevillée contre le mur, tentant de protéger de son corps les chrysanthèmes qu'elle avait apportés. Le vent arrachait les pétales. L'eau ruisselait sur ses joues. Mais elle ne partait pas. Elle serrait le portrait de son père contre sa poitrine, comme si lâcher prise signifiait le perdre pour toujours. Colette courut vers elle, la prit dans ses bras, la ramena chez elle. Ariel tremblait. Pas seulement de froid. Elle pleurait en répétant la même phrase encore et encore. Papa est seul. Papa est seul sous la pluie. Et moi, je ne peux même pas lui tenir compagnie. Colette sentit quelque chose se briser en elle. Cet enfant ne pleurait pas sur sa propre exclusion. Elle pleurait pour son père mort, pour sa solitude imaginaire. C'était le genre de douleur qui détruit les âmes d'enfants, le genre de douleur que Colette avait vue pendant la guerre, et qu'elle avait juré de ne plus jamais laisser se reproduire. Le lendemain, Colette Duvernay prit une décision. Elle irait parler à Élise Monciel. Il était temps de comprendre ce qui se cachait vraiment derrière ce portail fermé. Mais ce qu'elle allait découvrir était bien pire qu'elle ne l'imaginait, parce que l'histoire d'Ariel n'était pas seulement celle d'une fillette et d'un cimetière. C'était l'histoire d'un amour interdit, d'une famille déchirée, et d'un vieil homme qui préférait garder son orgueil plutôt que d'embrasser sa propre petite fille. Et tout cela parce que 20 ans plus tôt, un jeune homme avait osé choisir l'amour plutôt que l'obéissance. Élise Monciel ouvrit la porte ce soir-là, avec des mains encore marquées par les aiguilles. Elle cousait depuis 5 heures du matin. Ses doigts saignaient légèrement, mais elle n'avait pas le temps de s'arrêter. Les salaires des couturières en 1956 étaient dérisoires. Les recensements de l'époque montrent qu'une couturière à domicile gagnait à peine de quoi nourrir un enfant. Élise devait travailler jusqu'à 2 heures du matin pour joindre les deux bouts. Quand elle vit Madame Duvernay à sa porte, elle sut immédiatement pourquoi elle venait. Tout le monde savait. Personne n'en parlait. C'était la règle non écrite de Villeneuve-sur-Allier. Colette entra. La maison était modeste mais propre. Une lampe à huile éclairait faiblement le salon. Sur la table, des morceaux de tissu attendèrent d'être assemblés. Au mur, une seule photographie. Lucien Monciel en uniforme de la SNCF, souriant comme s'il avait toute la vie devant lui. Les archives ferroviaires indiquent qu'il avait 28 ans sur ce cliché, pris 3 jours avant l'accident qui lui coûta la vie en juillet 1954. Élise avait 34 ans maintenant. 2 ans de veuvage, 2 ans de silence, 2 ans à regarder sa fille déposer des fleurs devant un mur qu'elle ne pouvait pas franchir. Madame Duvernay. Élise prononça ce nom avec une politesse distante. Elle savait qu'il fallait être prudente. Dans un petit village, les mots voyagent vite, et les Monciel avaient des oreilles partout. Colette alla droit au but. Pourquoi Ariel ne peut-elle pas visiter son père? Ce n'était pas une question. C'était une accusation douce. Élise baissa les yeux. Parce que je ne suis pas assez bien pour eux. Parce que j'ai osé épouser leur fils. Parce que Gaston Monciel préfère voir sa petite-fille souffrir plutôt que d'admettre qu'il s'est trompé. L'histoire remontait à 1945. Lucien Monciel avait 20 ans. Fils unique de Gaston Monciel, riche commerçant de grains, il était promis à reprendre l'entreprise familiale. Mais Lucien rêvait d'autre chose. Il voulait les trains, le mouvement, la liberté. Contre l'avis de son père,
Il était devenu mécanicien à la SNCF. Les dossiers d'embauche conservés dans les archives ferroviaires montrent qu'il fut engagé en janvier 1946. Gaston ne lui pardonna jamais cette désobéissance. Mais ce n'était que le début. En 1947, Lucien rencontra Élise Bourget. Fille d'un artisan forgeron mort pendant la guerre, elle travaillait comme couturière pour survivre. Pas de famille influente, pas de dot, pas de statut social. Exactement le genre de femme que Gaston Monciel méprisait. Quand Lucien annonça qu'il voulait l'épouser, Gaston explosa. Les disputes éclatèrent. Les voisins entendirent les cris depuis la rue. Les journaux locaux de l'époque mentionnent les tensions familiales chez les Monciel, sans jamais citer de nom. Mais tout le village savait. Lucien choisit Élise. Ils se marièrent en avril 1948 dans une petite cérémonie à la mairie. Gaston refusa d'y assister. Sa femme, Marie Monciel, vint en cachette mais mourut 6 mois plus tard d'une pneumonie. Les registres de décès confirment sa mort en octobre 1948. Gaston accusa Élise d'avoir tué sa femme par le chagrin. C'était faux. Marie était malade depuis des années, mais Gaston avait besoin d'un coupable, et Élise était la cible parfaite. Ariel naquit en avril 1948, quelques semaines avant le mariage de ses parents. Les langues se délièrent dans le village. Certains murmuraient qu'Élise avait piégé Lucien avec une grossesse. D'autres défendèrent le jeune couple. Mais le mal était fait. Gaston refusa de reconnaître l'enfant. Il ne vint jamais la voir. Même pas une fois. Lucien supplia son père. Il amena Ariel chez lui quand elle avait 3 ans. Gaston ferma la porte au nez de son propre fils. Ce jour-là, quelque chose se brisa définitivement entre eux. Puis vint juillet 1954, un matin d'été ordinaire. Lucien travaillait sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand. Les rapports d'accident de la SNCF indiquent qu'une défaillance mécanique provoqua un déraillement partiel. Lucien fut écrasé entre 2 wagons en tentant de sauver un collègue. Il mourut sur le coup. Il avait 28 ans. Ariel en avait 6. Élise en avait 32. Et leur monde s'effondra. Gaston Monciel apprit la nouvelle par le maire. Il ne pleura pas. Du moins, pas en public. Les témoins de l'époque racontent qu'il resta immobile pendant plusieurs minutes, puis retourna simplement à son travail. Mais cette nuit-là, des voisins entendirent des sanglots venant de sa maison. Des sanglots d'homme qui a perdu son fils sans jamais lui avoir pardonné. Des sanglots de père qui réalisent trop tard que l'orgueil coûte plus cher que l'amour. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. Le curé, le père Bernard, un homme de 60 ans proche de Gaston, dirigea la cérémonie. Élise et Ariel étaient au premier rang. Gaston était au fond de l'église. Ils ne se parlèrent pas. Pas un regard, pas un mot. Après la messe, le conseil parochial se réunit. Les procès-verbaux de l'époque, conservés dans les archives de l'église, montrent que Gaston Monciel demanda que son fils soit enterré dans la section réservée aux familles traditionnelles du village. Une section où seuls les descendants directs pouvaient être inhumés. Une section où Élise, en tant que belle-fille non reconnue, n'avait aucun droit d'accès. Le père Bernard accepta. Pas par méchanceté, mais par respect pour un homme puissant qui venait de perdre son fils. Les cimetières français de cette époque étaient souvent divisés ainsi. Statut social, origine familiale, tout comptait, même dans la mort. Gaston alla plus loin. Il demanda que l'accès au tombeau soit restreint. Seuls les membres de la famille Monciel pouvaient s'y rendre. Élise et Ariel étaient exclus, officiellement pour préserver le recueillement, officieusement pour punir la femme qui avait osé épouser son fils. Élise ne protesta pas. Elle était trop épuisée, trop brisée. Elle accepta en silence. Mais Ariel ne comprenait pas. Pourquoi maman? Pourquoi je ne peux pas dire au revoir à papa? Élise mentit. Elle dit que papa était fatigué, qu'il avait besoin de repos, qu'il le verrait plus tard. Plus tard ne vint jamais. Ariel commença alors son rituel. Chaque dimanche, elle allait au mur. Elle déposait des fleurs. Elle parlait au portrait de son père. C'était sa façon de le visiter, la seule qui lui restait. Colette Duvernay écouta cette histoire en silence. Elle connaissait déjà une partie. Mais entendre Élise raconter, voir les larmes qu'elle retenait depuis 2 ans,
c'était différent. « Madame Monciel, dit-elle doucement, votre fille dessine des murs. Pas des maisons, pas des jardins, des murs. Elle rêve de portails fermés. Elle se réveille la nuit en pleurant. Cette injustice est en train de la détruire. Et je ne peux pas rester les bras croisés. » Élise secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Gaston Monciel est un homme puissant. S'il apprend que vous intervenez, il peut vous causer des problèmes. Il a des amis au conseil municipal. Il finance la moitié des commerces du village. Personne ne lui dit non. Personne. » Colette sourit tristement. « J'ai survécu à la guerre. J'ai vu mon mari mourir. J'ai perdu 3 élèves dans un bombardement. Croyez-moi, Madame Monciel, je n'ai plus peur de grand-chose. Et certainement pas d'un vieil homme trop orgueilleux pour embrasser sa petite fille. » Cette nuit-là, Colette Duvernay prit une décision. Elle irait parler à Gaston Monciel. Pas pour le supplier, pas pour le menacer, mais pour lui montrer ce que son orgueil était en train de faire. Parce que dans 3 semaines, ce serait le 1er novembre, le jour de tous les saints, le jour où tout le village visitait ses morts, le jour où Ariel verrait tous les autres enfants franchir ce portail, tous sauf elle. Et Colette savait que ce jour-là, quelque chose devait changer. Sinon, cette fillette de 8 ans ne survivrait pas à une autre année de rejet. Gaston Monciel vivait seul dans une grande maison au centre du village. Les volets étaient toujours fermés, les rideaux tirés. Depuis la mort de sa femme Marie en 1948, puis celle de son fils Lucien en 1954, il s'était enfermé dans un silence qui ressemblait à une prison. Les commerçants du village racontaient qu'il ne souriait jamais, qu'il parlait peu, qu'il se levait avant l'aube pour travailler et rentrait après le coucher du soleil, comme s'il fuyait quelque chose, ou quelqu'un, peut-être lui-même. Ce matin d'octobre 1956, Colette Duvernay frappa à sa porte. 3 coups fermes. Gaston ouvrit avec méfiance. Il avait 67 ans, mais en paraissait 10 de plus. Les cheveux blancs, le dos légèrement courbé, les mains marquées par des décennies de travail. Il reconnut Colette. Tout le monde connaissait la directrice de l'école. « Madame Duvernay », dit-il d'une voix sans émotion. « Que me vaut cet honneur ?» Il y avait de l'ironie dans sa voix, presque du mépris. Colette ne se laissa pas intimider. « Monsieur Monciel, il faut que nous parlions d'Ariel. » Le visage de Gaston se durcit immédiatement. « Je n'ai rien à dire sur cet enfant. Elle n'est pas de ma famille. » Colette le regarda droit dans les yeux. « Elle est votre petite fille. Le sang de votre fils coule dans ses veines. Et vous le savez très bien. » Gaston voulut fermer la porte, mais Colette posa sa main contre le battant. « Monsieur Monciel, cet enfant vient chaque dimanche déposer des fleurs devant un mur. Elle parle à un portrait. Elle pleure en silence. Elle dessine des portails fermés dans ses cahiers. Elle se réveille la nuit en criant qu'elle veut voir son papa. Et tout cela parce que vous refusez d'admettre que vous avez eu tort. » Gaston explosa. « Tort. J'ai eu tort. C'est cette femme qui a détruit ma famille. C'est elle qui a volé mon fils. Il était promis à reprendre mon commerce. Il aurait épousé la fille du notaire. Il aurait eu une vie digne. Mais non. Il a choisi une couturière sans le sou, une fille de personne, et regardez où cela l'a mené. Mort à 28 ans, écrasé comme un chien entre 2 wagons. » Colette sentit la colère monter, mais elle resta calme. Lucien est mort en sauvant un collègue. Les rapports d'accident le confirment. Il est mort en héros, et vous le punissez encore, même mort. Vous lui refusez le pardon. Un long silence s'installa. Gaston tremblait légèrement. De rage, de chagrin. Peut-être des deux. « Partez, » murmura-t-il. « Partez avant que je dise des choses que je regretterai. » Colette recula d'un pas. « Très bien. Mais sachez une chose, monsieur Monciel. Dans 2 semaines, ce sera le jour de tous les saints. Ariel viendra, comme chaque année. Elle déposera ses fleurs devant le mur. Et elle verra tous les autres enfants entrer avec leur famille. Tous, sauf elle. Et si vous pensez que votre orgueil vaut plus que les larmes d'une enfant de 8 ans, alors vous n'avez vraiment plus rien d'humain. » Elle partit. Gaston referma la porte violemment,
Mais cette nuit-là, il ne put dormir. Il regardait le plafond de sa chambre, écoutant le silence de sa grande maison vide. Sur sa table de nuit, il y avait une photographie jaunie. Lucien, enfant, souriant, tenant la main de sa mère Marie. Gaston la prit, regarda le visage de son fils, et pour la première fois depuis 2 ans, il pleura. Pas de sanglots bruyants, juste des larmes silencieuses qui coulaient sans fin. Des larmes de père qui réalise qu'il a tout perdu par orgueil. Les jours passèrent. Ariel continuait son rituel. Chaque dimanche, avant l'école, elle allait au cimetière. Mais quelque chose avait changé. Des enfants de sa classe commençaient à lui poser des questions. Pourquoi tu ne peux pas entrer? Pourquoi ton grand-père ne te parle jamais? Pourquoi tu n'as pas de famille? Ariel ne savait pas quoi répondre. Elle haussait les épaules, disait que c'était compliqué. Mais chaque question était un coup de couteau. Chaque regard curieux était une blessure. Un après-midi, pendant la récréation, un garçon plus grand se moqua d'elle. « Ta mère a dû faire quelque chose de mal. C'est pour ça que ton grand-père te déteste. Peut-être que ton père n'était même pas vraiment ton père. » Ariel le gifla, si fort que le garçon tomba. Madame Duvernay dut intervenir. Elle gronda Ariel devant les autres, mais en privé, elle la serra dans ses bras. « Tu n'as rien fait de mal, petite. Rien. Ce sont les adultes qui ont tout gâché, pas toi. » Cette nuit-là, Élise trouva Ariel assise devant la fenêtre, fixant l'obscurité. « Maman, » demanda la fillette d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine. « Est-ce que c'est ma faute si grand-père ne m'aime pas ?» Élise sentit son cœur se déchirer. Elle prit sa fille dans ses bras. « Non, mon ange. Non. Ce n'est jamais la faute des enfants. Parfois, les adultes font des erreurs, de très grandes erreurs, et ils ne savent pas comment les réparer. Mais ce n'est pas ta faute. Tu m'entends? Jamais. » Pendant ce temps, dans sa grande maison silencieuse, Gaston Monciel faisait face à ses propres démons. Il avait commencé à rêver de son fils. Chaque nuit, le même cauchemar. Lucien apparaissait, en uniforme de la SNCF, couvert de sang. « Papa, disait-il, pourquoi tu as laissé ma fille seule? Pourquoi tu l'as punie pour des erreurs qu'elle n'a pas commises ?» Gaston se réveillait en sueur, les draps trempés, le cœur battant. Il essayait de se convaincre que ce n'était que des rêves. Mais au fond, il savait. C'était sa conscience qui hurlait. Le 25 octobre, une enveloppe arriva chez Gaston. À l'intérieur, un dessin, celui d'Ariel, celui qu'elle avait fait en classe, un mur, un portail fermé, et une petite fille qui pleurait. Au dos, Madame Duvernay avait écrit quelques mots. « Ceci est ce que votre petite fille dessine tous les jours. Ceci est ce que votre orgueil a créé. Le 1er novembre approche. Il n'est pas trop tard pour faire le bon choix. » Gaston regarda ce dessin pendant des heures. Il le posa sur la table, le reprit, le fixa encore. Cette petite silhouette qui pleurait. C'était Ariel, sa petite fille, le dernier morceau de son fils qui restait dans ce monde. Et il la rejetait. Le 30 octobre au soir, Gaston Monciel prit une décision. Il irait voir le père Bernard. Il lui demanderait de lever l'interdiction. Il permettrait à Ariel de visiter le tombeau de son père. Ce ne seraient pas des excuses publiques. Il n'était pas prêt pour cela. Mais ce serait un début. Un tout petit début. Il se coucha ce soir-là avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un semblant d'espoir. Mais le destin avait d'autres plans. Le lendemain matin, le 31 octobre, le père Bernard fut victime d'une crise cardiaque. Les registres hospitaliers de Vichy, l'hôpital le plus proche, confirment son admission en urgence. Il survécut, mais resta alité pendant plusieurs semaines. Le remplaçant était un jeune prêtre de 35 ans, le père Antoine, qui ne connaissait pas l'histoire des Monciel, qui n'avait aucune raison d'accepter la demande d'un vieil homme qu'il ne connaissait pas. Gaston réalisa qu'il était trop tard. Le jour de tous les saints était le lendemain, et il n'avait aucun moyen d'arrêter ce qui allait se passer. Cette nuit-là, Gaston ne dormit pas. Il regarda le portrait de Lucien enfant, regarda le dessin d'Ariel, et comprit que le moment de vérité était arrivé. Demain, il devrait choisir. Entre son orgueil et sa petite fille, entre le passé et le futur.
entre la mort et la vie. Et pour la première fois depuis des années, Gaston Montiel eut peur. Peur de faire le mauvais choix. Peur qu'il soit déjà trop tard. Peur que son fils ne lui pardonne jamais. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Le 1er novembre 1956 se leva sur Villeneuve-sur-Allier dans un froid glacial. Le ciel était d'un gris métallique. Les feuilles mortes tourbillonnaient dans les rues pavées. C'était le jour de tous les saints. Le jour où les familles françaises rendaient hommage à leurs morts. Les registres paroissiaux montrent que c'était la tradition la plus importante de l'année dans les villages ruraux. Ce jour-là, tout le monde allait au cimetière, riches et pauvres, jeunes et vieux. Tout le monde sauf ceux qui n'étaient pas les bienvenus. Ariel se réveilla à 6 heures du matin. Elle avait à peine dormi. Élise lui avait préparé sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Bleu marine, légèrement trop courte maintenant qu'Ariel grandissait, mais propre et bien repassée. Élise avait passé la nuit à la repasser, voulant que sa fille soit digne. Même si personne ne les respectait, elle se respecterait elle-même. Ariel attacha ses tresses tant bien que mal. Elle n'était jamais parfaitement alignée, mais elle essayait. Elle prit le portrait encadré de son père, celui qu'elle emmenait chaque semaine. Lucien Montiel en uniforme, souriant à l'objectif, ignorant qu'il lui restait 3 jours à vivre. À 7 heures, elles quittèrent la maison. Élise portait un bouquet de chrysanthèmes blancs, les fleurs traditionnelles pour les tombes en France. La fleuriste du village, Madame Rousseau, avait donné à Ariel des fleurs supplémentaires. Gratuitement. Sans le dire. Juste un geste de solidarité silencieuse. Ces petits actes de gentillesse étaient tout ce qu'elles avaient. Dans un village qui les rejetait, ces gestes comptaient plus que tout. Madame Duvernay les attendait près de l'école. Elle portait son manteau noir, celui qu'elle mettait pour les cérémonies. « Je viens avec vous », dit-elle simplement. Élise voulut protester. « Madame Duvernay, ce n'est pas nécessaire. Vous allez vous attirer des problèmes. » Colette sourit tristement. « J'ai survécu à une guerre. Je survivrai à un vieil homme têtu. » Ariel leur prit la main. À gauche, sa mère. À droite, sa maîtresse. 3 femmes marchant vers un portail qui leur était interdit. 3 femmes qui refusaient d'accepter l'injustice. Quand elles arrivèrent au cimetière, il était déjà 8 heures. Des familles entraient, portant des fleurs, des bougies, des souvenirs. Des enfants couraient entre les tombes, sous les réprimandes douces de leurs parents. Des femmes âgées priaient à genoux. Des hommes nettoyaient les pierres tombales. C'était la vie normale d'un cimetière le jour de tous les saints. Mais pour Ariel, c'était un monde interdit. Un monde qu'elle ne pouvait qu'observer de loin. Elle s'approcha du mur, comme chaque dimanche. Posa le portrait de son père contre la pierre froide. Déposa ses chrysanthèmes blancs. Ferma les yeux. Murmura les mots qu'elle répétait depuis 2 ans. « Bonjour papa, c'est encore moi. Je suis désolé de ne pas pouvoir entrer. Mais je suis là. Je pense à toi. Je t'aime. Maman t'aime aussi. » Elle ne le dit pas souvent, mais je le sais. Elle pleure la nuit quand elle croit que je dors. Sa voix tremblait. Les larmes coulaient sur ses joues. Des larmes qu'elle ne retenait plus. À ce moment précis, un homme apparut. Un photographe ambulant qui passait dans le village pour capturer des scènes du quotidien. Ces photographes étaient à courant dans la France des années 50. Ils vendaient leurs clichés aux familles, créant des souvenirs instantanés. Il vit cette scène étrange. Une fillette pleurant devant un mur, un portrait appuyé contre la pierre, 2 femmes plus âgées en arrière-plan. Il leva son appareil. Clic. La photo fut prise à 8h27 exactement. Un instant figé pour l'éternité. Un instant qui raconterait une histoire que personne ne pourrait oublier. Mais Ariel ne remarqua pas le photographe. Elle était trop concentrée sur sa douleur. Trop perdue dans ses souvenirs d'un père qu'elle connaissait à peine. Elle avait 6 ans quand il mourut. Elle se souvenait de sa voix, de son odeur de charbon et de métal, de ses mains calleuses qui la portaient sur ses épaules, de son rire qui résonnait dans leur petite maison. Mais ses souvenirs s'estompaient, chaque jour un peu plus, et elle avait peur, peur d'oublier, peur de perdre le peu qui lui restait. C'est alors que le silence tomba sur le cimetière.
Les conversations s'arrêtèrent. Les enfants cessèrent de courir. Tout le monde se tourna vers l'entrée. Gaston Monciel venait d'arriver. En costume noir, chapeau à la main, canne à pommeau d'argent. Il marchait lentement. Chaque pas semblait lui coûter. Pas à cause de l'âge, à cause du poids. Le poids des regrets, le poids de l'orgueil, le poids de 2 années de rejet qu'il devait maintenant porter seul. Il vit Ariel, sa petite fille. Pour la première fois depuis la mort de Lucien, il la regarda vraiment. Vraiment. Les transats mal alignés, la robe trop courte, les chrysanthèmes blancs serrés dans ses petits doigts, et le portrait. Ce portrait de son fils, souriant, vivant, heureux. Gaston sentit quelque chose se briser en lui. Pas violemment, pas comme une explosion, mais comme une glace qui fond au printemps, lentement, inévitablement. Madame Duvernay se redressa. Elle regarda Gaston droit dans les yeux, pas avec défi, pas avec colère, juste avec fermeté. Une fermeté construite sur des années de guerre, de perte, de souffrance. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de parler, son regard disait tout. Maintenant, c'est maintenant que vous devez choisir. Le village entier observait, attendait, retenait son souffle. Gaston s'approcha lentement. Ariel leva les yeux. Elle le reconnut. C'était le vieil homme qui la croisait parfois dans la rue. Celui qui détournait toujours le regard. Celui qui faisait semblant de ne pas la voir. Elle ne savait pas pourquoi. Elle savait juste qu'il la faisait se sentir invisible. Comme si elle n'existait pas. Comme si elle n'avait jamais existé. Gaston s'arrêta devant le portrait de Lucien. Il le regarda pendant un long moment. Ce sourire qu'il connaissait si bien. Le sourire de son fils. Le sourire qu'il ne reverrait jamais. Les mains de Gaston tremblaient. Pas de vieillesse, de regret, de chagrin refoulé, de tout ce qu'il avait gardé en lui pendant 2 ans, pendant 20 ans. Peut-être toute sa vie, il baissa les yeux vers Ariel, et pour la première fois, il parla. Ton père aimait les chrysanthèmes. Sa voix était rauque, brisée, à peine audible. Ariel ne comprit pas immédiatement. Elle cligna des yeux, confuse. Comment cet homme connaissait-il son père? Pourquoi lui parlait-il maintenant? Après 2 ans de silence, après 2 ans d'invisibilité, Gaston fouilla dans sa poche, sortit une clé, une vieille clé en fer rouillé, la clé du portail familial, celle que le père Bernard lui avait confiée en 1954, celle qui lui donnait le pouvoir de décider qui pouvait entrer et qui devait rester dehors. Il la regarda. Cette clé avait été son arme, son instrument de contrôle, son moyen de punir. Et maintenant, elle lui brûlait la paume. Il marcha vers le portail. Chaque pas était une bataille. Contre lui-même, contre son orgueil, contre des décennies de rigidité. Le village entier le regardait, certains avec espoir, d'autres avec jugement, quelques-uns avec incompréhension. Mais tous regardaient, parce qu'ils savaient que quelque chose d'important était en train de se passer. Quelque chose qui changerait Villeneuve-sur-Allier pour toujours. Il inséra la clé dans la serrure. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit la laisser tomber. Il tourna. Le mécanisme grinça. Un grincement qui résonna comme un cri de libération. Le portail s'ouvrit lentement. Un portail qui avait été fermé pendant 2 ans. Un portail qui avait séparé une fillette de son père mort. Un portail qui représentait tout ce qui était injuste dans ce monde. Gaston se tourna vers Ariel. Il voulut dire quelque chose. S'excuser, expliquer, demander pardon. Mais les mots ne venaient pas. Alors il dit simplement « Entre. Ta place est ici, avec ton père, avec ta famille. » Il n'avait pas dit avec moi. Il n'était pas prêt pour cela. Mais c'était assez. Pour le moment, c'était assez. Ariel regarda sa mère. Élise pleurait. Des larmes silencieuses qui coulaient sans fin. Elle hocha la tête. « Vas-y, ma chérie. Vas-y voir papa. » Ariel prit le portrait, prit les fleurs, et fit le premier pas. Un pas hésitant. Un pas d'enfant qui ne sait pas si elle a le droit. Un pas qui changeait tout. Elle franchit le portail. Pour la première fois en 2 ans. Le monde sembla s'arrêter. Élise la suivit, tenant la main de Madame Duvernay. Et puis quelque chose d'inattendu se produisit.
Gaston Monciel, qui avait prévu de rester à l'extérieur, qui avait juré de garder ses distances, regarda le tombeau de son fils, et entra. Il entra dans l'espace qu'il avait lui-même créé, l'espace de l'exclusion qu'il avait maintenu par orgueil, et pour la première fois en 2 ans, il se tint devant la tombe de Lucien, avec sa belle-fille qu'il avait rejetée, et sa petite-fille qu'il avait ignorée. Ensemble, pas réconciliés, pas encore, mais ensemble. Et c'était un début. Ariel s'agenouilla devant la tombe de son père. Une simple pierre tombale grise avec son nom gravé. Lucien Monciel, 1926-1954. Bien-aimé fils et père. Elle posa le portrait contre la pierre, déposa les chrysanthèmes blancs avec une délicatesse infinie, comme si les fleurs étaient des trésors précieux, comme si chaque pétale comptait. Puis elle ferma les yeux et parla. « Papa, c'est moi. Je suis enfin là. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps. Mais maintenant, je peux te voir. Je peux te parler. Je ne suis plus dehors. Je suis avec toi. » Élise se tenait à côté d'elle, les mains tremblantes. Elle n'avait pas parlé à son mari mort depuis 2 ans. Pas vraiment. Pas comme elle aurait dû. Elle s'était contentée de survivre, de coudre, de travailler, d'élever Ariel. Mais elle n'avait jamais vraiment fait son deuil. Parce qu'on ne peut pas faire son deuil quand on ne peut même pas visiter la tombe. Maintenant, debout devant cette pierre, elle sentit tout remonter, la colère, la tristesse, l'amour, le manque. « Lucien, » murmura-t-elle, « je t'ai aimé, je t'aime encore, et notre fille est magnifique. Tu serais si fier d'elle. » Gaston Monciel se tenait légèrement en retrait. Il regardait la scène sans savoir quoi faire. Où se placer? Quoi dire? Il avait passé 2 ans à les rejeter. 2 ans à prétendre qu'elles n'existaient pas. Comment rattraper 2 ans? Comment effacer tant de douleurs? Il ne le savait pas. Peut-être que c'était impossible. Peut-être qu'il était trop tard. Mais il était là. C'était déjà quelque chose. Madame Duvernay observait tout cela avec des larmes dans les yeux. Elle avait vu tant de souffrances pendant la guerre, tant de familles détruites, tant d'enfants orphelins. Mais elle avait aussi vu de la résilience, de la bonté, des gens qui choisissaient l'amour malgré tout. Et aujourd'hui, elle voyait exactement cela. Un vieil homme brisé par l'orgueil qui faisait enfin le bon choix, même tardivement, même imparfaitement. C'était le bon choix. Les villageois restaient à distance respectueuse. Ils observaient cette scène historique, ce moment qui marquerait Villeneuve-sur-Allier pour toujours. Certains pleuraient, d'autres souriaient, quelques-uns hochèrent la tête, comme s'ils avaient toujours su que cela finirait ainsi. Les registres paroissiaux montrent que ce jour-là, plus de personnes que d'habitude visitèrent le cimetière, comme si tout le village voulait témoigner de cette réconciliation, même silencieuse, même fragile. Après plusieurs minutes, Ariel se releva. Elle se tourna vers Gaston. Pour la première fois, elle le regarda vraiment. Pas avec peur, pas avec colère, juste avec curiosité. « Vous êtes mon grand-père », dit-elle simplement. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Gaston déglutit difficilement. « Oui », répondit-il d'une voix brisée. « Je suis ton grand-père. Et j'ai été un très mauvais grand-père. » Ariel pencha la tête. « Pourquoi vous ne vouliez pas me voir ?» Gaston ferma les yeux. « Parce que j'étais en colère contre ta mère. Parce que je voulais que ton père fasse ce que je voulais. Parce que j'étais un vieil homme stupide et têtu. » Il s'agenouilla avec difficulté, se mettant à la hauteur d'Ariel. Ses genoux craquèrent. Mais il ne se plaignit pas. Il prit une grande inspiration. « Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Je ne peux pas te rendre les 2 années que je t'ai volées. Mais si tu veux bien, si ta mère veut bien, j'aimerais essayer d'être un meilleur grand-père maintenant. » Ariel le regarda longuement. Puis elle demanda « Est-ce que je peux vous appeler grand-père » Gaston sentit les larmes monter. « Oui, » murmura-t-il. « S'il te plaît, appelle-moi grand-père. » Élise s'approcha. Elle regarda Gaston, cet homme qui avait rendu sa vie si difficile, qui avait rejeté son mariage, qui avait accusé d'avoir tué sa femme, qui avait interdit à sa fille de voir son propre père mort.
Elle aurait dû le haïr. Elle avait toutes les raisons de le haïr. Mais quand elle vit cet homme de 67 ans, à genoux, pleurant devant une fillette de 8 ans, elle ne vit plus un ennemi. Elle vit un homme brisé, un homme qui avait tout perdu, et qui essayait, maladroitement, de récupérer quelque chose. « Monsieur Monciel, dit-elle doucement, merci, pour aujourd'hui. » C'est tout ce qu'elle put dire, mais c'était suffisant. Les semaines qui suivirent furent étranges. Gaston ne devint pas subitement un grand-père parfait. Il ne venait pas tous les jours. Il n'embrassait pas Ariel sur le front. Il ne riait pas avec elle, mais il commença à faire de petits gestes. Un matin, Élise trouva un panier de légumes devant sa porte. Pas de note, mais elle savait d'où il venait. Une autre fois, Ariel reçut un nouveau cahier pour l'école, avec des crayons de couleur. Encore une fois, pas de nom. Mais elle savait. Puis, quelques semaines après le jour de tous les saints, Gaston fit quelque chose d'inattendu. Il se rendit chez Élise. Il frappa à la porte. Quand elle ouvrit, il dit simplement « J'ai pensé qu'Ariel aimerait peut-être avoir des photos de son père, quand il était enfant. » Il tendit une vieille boîte en carton. À l'intérieur, des dizaines de photographies. Lucien bébé, Lucien enfant, Lucien adolescent, toute une vie en images. Élise prit la boîte avec des mains tremblantes. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas ce que cela signifie. » Gaston hocha la tête. « Je crois que si. Maintenant je crois que si. » Ariel découvrit ces photos avec émerveillement. Elle vit son père sourire, jouer, grandir. Elle vit Gaston jeune tenant son fils dans ses bras avec fierté. Elle vit Marie, sa grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, embrasser Lucien sur la joue. Elle vit une famille, une vraie famille, celle qu'elle aurait dû avoir, celle qui lui avait été volée, mais qu'elle récupérait lentement, très lentement. Les mois passèrent. Gaston commença à venir le dimanche, pas pour longtemps, juste quelques minutes. Il accompagnait Ariel au cimetière. Ils déposaient des fleurs ensemble, parlaient peu. Mais c'était un début. La fillette apprit à connaître son grand-père, ses silences, ses regrets, sa tristesse cachée, et Gaston apprit à connaître sa petite fille, sa résilience, sa gentillesse, sa capacité à pardonner ce qui semblait impardonnable. Madame Duvernay observait ses progrès avec satisfaction. Elle n'était pas naïve. Elle savait que la réconciliation complète prendrait des années. Peut-être qu'elle ne viendrait jamais complètement. Les blessures étaient trop profondes, le temps perdu trop précieux. Mais au moins, il y avait un début. Au moins, Ariel pouvait maintenant visiter son père. Au moins, elle avait un grand-père, même imparfait, même maladroit. C'était mieux que rien. Un jour de printemps 1957, 6 mois après le jour de tous les saints, Gaston fit venir Ariel chez lui. C'était la première fois qu'elle entrait dans la grande maison. Elle fut surprise de voir à quel point c'était vide, froid, sombre. Gaston la mena à son bureau. Sur la table, il y avait un cadre. À l'intérieur, la photographie prise ce matin d'octobre 1956. Ariel devant le mur, le portrait de son père, les chrysanthèmes blancs. Cette image d'injustice et de douleur. Gaston l'avait achetée au photographe. Il l'avait fait encadrer. Et maintenant, il la regardait chaque jour. « Pourquoi vous gardez cette photo ?» demanda Ariel. « Elle est si triste. » Gaston la regarda avec des yeux pleins de regret. « Parce qu'elle me rappelle qui je ne veux plus être. Parce qu'elle me montre ce que l'orgueil peut détruire. Parce que chaque fois que je la regarde, je me souviens que l'amour est plus important que la fierté. Et que parfois, on réalise les choses importantes trop tard, mais qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour essayer de les réparer. » Ariel comprit alors quelque chose d'important. Son grand-père n'était pas méchant. Il était juste humain, plein de défauts, plein d'erreurs, mais capable de changer. Même à 67 ans, même après avoir fait tant de mal, les gens pouvaient changer. Ce n'était pas facile, ce n'était pas rapide, mais c'était possible. Les années passèrent. Ariel grandit. Elle devint une jeune femme forte et compassionnelle. Les archives scolaires montrent qu'elle obtint son baccalauréat en 1966, puis devint enseignante comme Madame Duvernay. Elle enseigna dans la même école primaire où elle avait appris.
Elle transmit à ses élèves les leçons qu'elle avait apprises. La résilience, le pardon, l'importance de ne jamais juger un enfant pour les erreurs de ses parents. Gaston Montiel mourut en 1968, à l'âge de 79 ans. Les registres de décès confirment qu'il s'éteignit paisiblement dans son sommeil. À ses funérailles, Ariel parla. Elle raconta l'histoire du portail fermé, l'histoire d'un grand-père qui avait fait une terrible erreur, mais qui avait eu le courage de la reconnaître, de la corriger, même imparfaitement. Elle dit que son grand-père lui avait appris quelque chose de précieux, que l'orgueil détruit, mais que l'humilité guérit, que les erreurs sont humaines, mais que les réparer l'est encore plus. Aujourd'hui, cette photographie du 1er novembre 1956 reste dans la famille. Elle n'est pas exposée dans un musée. Elle n'est pas accrochée dans un lieu public. Elle est dans le salon d'une petite maison à Villeneuve-sur-Allier. La maison où vit maintenant la petite fille d'Ariel. Chaque génération la regarde, et chaque génération comprend le message. Les erreurs des parents ne doivent pas devenir les chaînes des enfants. L'orgueil coûte plus cher que l'amour, et il n'est jamais trop tard pour ouvrir un portail, pour tendre la main, pour dire « je suis désolé ». Ariel Montiel, maintenant âgée, regarde parfois cette photo. Elle se souvient de la fillette qu'elle était, de la douleur qu'elle ressentait, du portail qui lui était interdit, mais elle se souvient aussi du jour où ce portail s'est ouvert, du jour où son grand-père a choisi l'amour plutôt que l'orgueil, du jour où une petite famille brisée a commencé à se reconstruire. Pas parfaitement, jamais parfaitement, mais avec sincérité, avec humanité, avec espoir. Et quand ses petits-enfants lui demandent pourquoi elle garde cette photo triste, elle sourit. Parce qu'elle n'est pas triste, elle est belle. Elle montre qu'une fillette de 8 ans a tenu bon face à l'injustice, qu'une mère a protégé sa fille malgré tout, qu'une enseignante a eu le courage d'affronter un homme puissant, et qu'un vieil homme têtu a finalement appris que certaines traditions méritent d'être brisées, surtout celles qui excluent, surtout celles qui blessent, surtout celles qui séparent les familles. Cette histoire n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de fin parfaitement heureuse. Gaston et Ariel n'ont jamais eu la relation idéale grand-père-petite-fille. Trop de temps avait été perdu, trop de douleurs avaient été causées. Mais ils ont eu quelque chose, des dimanches au cimetière, des conversations maladroites, des tentatives de connexion. Et c'était suffisant. Parce que parfois, la vraie rédemption n'est pas dans la perfection. Elle est dans l'effort, dans la volonté d'essayer, dans le courage d'admettre qu'on s'est trompé, et dans l'humilité d'accepter qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à réparer ce qu'on a brisé. Le cimetière de Villeneuve-sur-Allier existe toujours. Le portail est ouvert à tous maintenant. Les divisions sociales qui existaient dans les années 50 ont disparu, mais la leçon reste, gravée dans la mémoire collective du village, gravée dans cette photographie d'octobre 1956, une fillette, un portrait, des chrysanthèmes blancs, et un portail qui attend d'être ouvert, parce que les portails ne s'ouvrent pas tout seuls. Quelqu'un doit trouver la clé, quelqu'un doit avoir le courage de tourner la serrure, quelqu'un doit faire le premier pas, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile, et quand ce quelqu'un le fait enfin, le monde change. Peut-être pas complètement, peut-être pas parfaitement, mais il change, et c'est tout ce qui compte vraiment. Parfois, les histoires les plus lourdes nous rappellent que la dignité d'un enfant ne devrait jamais dépendre de l'orgueil des adultes, et que, même lorsque tout semble figé, un seul geste peut briser des années de silence. Dans cette histoire fictionnelle, inspirée de tant de situations bien réelles, nous voyons qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir un portail, surtout celui que l'on ferme sans raison valable. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous poser quelques questions, pour que cette histoire devienne aussi un espace de réflexion personnelle. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le parcours d'Ariel? Sa persévérance, son innocence ou sa capacité à pardonner? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice familiale, petite ou grande, que personne n'osait nommer? Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile à affronter? L'orgueil des autres ou celui que l'on porte soi-même? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez dans les commentaires le mot « clé ».
symbole de tout ce que l'on peut encore ouvrir, même après des années. Dites-moi aussi, de quelle ville regardez-vous cette histoire? Et si vous le souhaitez, partagez une mémoire ancienne, une histoire transmise par vos parents ou vos grands-parents. Parfois, une petite anecdote peut inspirer les prochaines vidéos et préserver des fragments précieux de notre passé commun. Merci d'avance pour ces partages, toujours reçus avec respect. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à activer la cloche et à partager ce récit autour de vous. Et si vous voulez continuer cette immersion dans des récits humains qui questionnent notre monde, cliquez sur la carte de fin pour découvrir les prochains épisodes. Merci de votre présence et à très bientôt.